Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Nous recevons le docteur Sabatier qui a publié récemment le régime anti-cancer. Bonsoir Monsieur Sabatier. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les différents facteurs qui puissent être à l'origine du cancer? Bonsoir Madame Gertchen. Alors, de nombreux facteurs de risque peuvent provoquer le cancer. Donc, tout d'abord, les plus importants sont l'alimentation et la cigarette, qui, à eux deux, représentent environ 60% des risques de cancer. En effet, d'après une étude menée au Canada en 2003, la fumée de la cigarette cause le cancer du poumon, qui reste encore la principale cause de mortalité par cancer, tant chez l'homme que chez la femme. La mauvaise alimentation est une autre source de cancer, au même titre que la fumée de cigarette. La mauvaise alimentation et la cigarette peuvent être des facteurs qui engendrent le cancer. Cependant, l'hérédité peut-elle être un facteur important? Oui, alors en effet, l'hérédité est un facteur de risque qui pourrait provoquer le cancer, car 15% des cancers sont d'origine de facteurs génétiques. Mais cependant, il faut aussi noter qu'il existe de nombreux autres facteurs de risque, comme la pollution, l'obésité et le manque d'exercice, l'infection, l'alcool, les agents pharmaceutiques et le milieu de travail. Suite à tous les facteurs que vous venez de nous citer, quels sont les différents agents cancérigènes? Alors, il y a 4 grandes classes d'agents qui sont responsables du développement d'un cancer. Tout d'abord, nous pouvons noter les agents physiques, puis les agents chimiques, suivis des virus, et enfin les facteurs génétiques. Parmi les agents chimiques, on retrouve par exemple les rayons ultraviolets du soleil qui peuvent causer le cancer de la peau. De plus, on peut remarquer les déchets industriels ainsi que le milieu du travail comme des agents chimiques qui peuvent provoquer le cancer. De même, certains virus peuvent provoquer le cancer, comme le virus de l'hépatite B, qui peut mener à un cancer du foie. Certains types de cancers, comme les rétinoblastomes, soit le cancer de la rétine, et la polypose familiale, se transmettent de manière héréditaire. Plusieurs anomalies chromosomiques, telles que la trisomie 21, peuvent aussi causer le cancer. Merci Dr Sabatier pour toutes ces explications. Nous recevons également le cancérologue réputé Monsieur le Dr Saillant au CHU de Marseille. Pouvez-vous nous expliquer comment le cancer apparaît-il? Madame Gersten, un cancer met habituellement plusieurs années à se former, chez les adultes du moins. On distingue 3 étapes. Il y a tout d'abord l'initiation, où les gènes du cellule sont endommagés. Cela se passe fréquemment. Par exemple, les substances cancérigènes présentes dans la fumée de cigarette peuvent causer de tels dommages. La plupart du temps, la cellule répare l'erreur automatiquement. Si l'erreur est irréparable, la cellule meurt. On parle alors d'apoptose ou de suicide cellulaire. Mais lorsque la réparation ou la destruction de la cellule ne se fait pas, la cellule reste endommagée et passe à l'étape suivante. Ensuite vient donc la promotion. Des facteurs extérieurs vont stimuler ou non la formation d'une cellule cancéreuse. Il peut s'agir des habitudes de vie comme le tabagisme, le manque d'activité physique, une mauvaise alimentation. La dernière phase est donc la progression. En effet, les cellules prolifèrent et la tumeur se forme. Dans certains cas, elles peuvent envahir d'autres parties du corps. On parle alors de métastase. Dans sa phase de croissance, la tumeur commence à provoquer des symptômes, des saignements, de la fatigue. Merci Monsieur Saillant. Monsieur Sabatier, pouvez-vous ajouter quelques précisions au sujet des différentes techniques existantes? Alors premièrement, la chimiothérapie a pour but d'éliminer les cellules cancéreuses du tissu à l'aide de différents types de médicaments, élaborés à partir de tests sur des animaux. De nos jours, il existe 50 agents différents. La chimiothérapie consiste à atteindre des cellules ayant commencé un cycle cellulaire, soit la division cellulaire appelée mitose. Ceci se fait principalement grâce à l'association de 3 agents. Tout d'abord, les antimétabolites bloquent la synthèse de l'ADN. Ensuite, les agents alkylants, associés à des intercalants, agissent sur l'ADN en empêchant les brins d'ADN de se démêler et de se séparer. Ceci prévient donc la réplication de l'ADN. Dès lors, les cellules cessent de se diviser et la tumeur cesse de croître. Enfin, les antimitotiques ou la podophylotoxine empêchent la mitose. On doit prendre en compte la sensibilité et la résistance du cancer qui dépend du tissu. Ainsi, la monochimiothérapie est efficace, mais généralement, on associe plusieurs médicaments, c'est la polychimiothérapie. On administre souvent par voie loco-régionale ou par injection. Ceci se fait en milieu hospitalier.
Cependant, la chimiothérapie possède aussi des effets indésirables, car elle est toxique non seulement pour les cellules cancéreuses, mais aussi pour les cellules saines, à renouvellement rapide et les cellules sanguines. Deuxièmement, la radiothérapie utilise des rayons très puissants, les rayons X ainsi que le rayon gamma, pour endommager ou détruire les cellules cancéreuses. Elle est peu utilisée dans les tumeurs bénignes, son champ d'application le plus vaste étant les tumeurs malignes qui s'étendent sur une certaine surface. Avec une dose de rayonnement suffisante, on essaie d'atteindre cette zone exacte pour détruire ces tissus, tout en préservant au maximum les tissus sains environnants. La raison favorable à cette technique étant le fait que les cellules malignes sont plus radiosensibles que les cellules saines. Les rayons ne peuvent guérir que si leur intensité est très grande. En effet, avec des rayons pénétrants qualifiés de durs par les radiologues, les tissus sains sont plus épargnés et l'on traite plus efficacement les tissus malins. Cependant, dans certains cas, la forte intensité des rayons risque de provoquer un autre cancer au lieu de guérir celui qui est en cours. Il est donc évident que dans ces cas-là, la radiothérapie n'est pas envisageable. Actuellement, l'emploi de rayons à haut voltage, appelés mégavolts, n'endommage pas la peau et traite efficacement les tumeurs profondes. Vous parlez de la chirurgie. La chirurgie a pour objectif de retirer la tumeur et d'évaluer sa gravité ainsi que son étendue. Les ganglions proches de la tumeur sont donc immédiatement analysés. Les techniques chirurgicales étant de moins en moins invasives, l'intervention préserve de plus en plus la partie atteinte en n'enlevant que la tumeur. Pour de petites tumeurs bien localisées, on utilise la celliochirurgie. Par exemple, elle permet d'effectuer des petites ouvertures et d'entraîner moins de complications post-opératoires. Une simple ablation peut suffire pour certains cancers, comme celui de la peau, qui évolue très lentement. Une intervention chirurgicale est le plus souvent suivie d'autres traitements, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, afin de prévenir les récidives et l'apparition ou le développement des métastases. Docteur Sayen, parmi tous ces traitements, tous s'avèrent-ils efficaces pour tous les patients? Évidemment non, il peut y avoir des disparités en fonction des patients. En effet, comme chaque personne est unique génétiquement parlant, nos systèmes immunitaires ne réagissent pas de la même manière. Ainsi, certains traitements sont très efficaces sur la plupart des patients, mais auront des effets secondaires dramatiques sur d'autres cas. On sait aussi que tous les traitements contre le cancer, quels qu'ils soient, doivent s'accompagner d'une hygiène de vie, d'une éthique alimentaire et psychologique. En effet, ce n'est que depuis quelques années, avec notamment les travaux de David Servan-Schreiber, que l'on s'est aperçu que la psychologie ou l'alimentation peuvent avoir un impact décisif sur certains cancers. Certes, mais pouvez-vous conclure sur les nouveaux traitements dans la lutte contre le cancer? La première innovation est la tomographie par émission de position ou PET scan. C'est une méthode d'imagerie médicale pratiquée par les spécialistes en médecine nucléaire qui permet de mesurer en 3 dimensions l'activité métabolique d'un organe. La TEP repose sur le principe général de la scintigraphie qui consiste à injecter un traceur dont on connaît le comportement et les propriétés biologiques pour obtenir une image du fonctionnement d'un organe. La détection de la trajectoire des photons du collimateur de la caméra TEP permet de localiser le lieu de leur émission et donc la concentration du traceur en chaque point de l'organe. C'est cette information quantitative que l'on présente sous la forme d'une image faisant apparaître en couleur les zones de forte concentration du traceur. Par conséquent, la tomographie par émission de position est un outil diagnostique qui permet de déceler certaines pathologies qui se traduisent par une altération de la physiologie normale comme les cancers. Le deuxième traitement innovant est le gamma knife, ici présent. C'est un appareil utilisé pour des traitements neurochirurgicaux en radiothérapie stéréotaxique, délivrant de façon très localisée une dose élevée de rayonnement ionisant. Son principe est simple, l'application d'un faisceau ionisant externe vers une zone de cible qui permet la destruction de celle-ci. Une étude balistique est ensuite faite sur le faisceau. Elle permet de savoir à quelle profondeur le faisceau va déposer la dose la plus élevée. La dose est ensuite ajustée par un temps d'exposition. Elle fait partie des meilleures machines pour localiser les cancers du cerveau actuellement. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à présent sur LFH. J'espère que vous en avez appris autant que moi au sujet du cancer et de ses traitements. Tout de suite, la météo et très bonne soirée. Précédemment dans Desperate Housewives, la nouvelle histoire de Brie a connu des débuts animés.